Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alexis Garati. Bonjour. Bonjour. Responsable des études économiques chez Euler Hermès. Quel regard vous portez sur ce qui se passe? On voit que les marchés sont mouvementés, chahutés, nerveux. C'est surtout la tech américaine pour qui les affaires se gâtent un petit peu. Alors, c'est compliqué parce que Amazon qui décroche hier, c'est pas la même raison que Facebook, mais on a quand même aussi, voilà, on a les deux, on a Tesla, on a Twitter. Est-ce que, ou c'est trop tôt pour le dire, il y a peut-être un début de défiance ou de remise en cause des business models parce qu'on a quand même eu une saison des résultats qui était exceptionnelle aux États-Unis. Et là, il y a un début de doute ou est-ce que je vais un petit peu vite là? Oui, vous avez tout à fait raison. Les fondamentaux au niveau des entreprises sont très bons. Les résultats des entreprises au quatrième trimestre étaient meilleurs qu'attendus. Et donc, la volatilité que l'on observe est quelque peu surprenante. Mais dans le scénario macroéconomique de LRMS, c'est quelque chose que nous avions parfaitement anticipé. C'est surprenant, mais vous l'aviez anticipé. Exactement. Fort, hein. Ce qui est surprenant, en fait, c'est le timing. Nous attendions cette normalisation en fait, des conditions de volatilité un peu plus tard dans l'année. Ouais. Mais dans un contexte de hausse de taux, lorsque vous regardez la corrélation entre la hausse des taux et la volatilité, il y a toujours des phases de normalisation de la volatilité. Et donc, nous avons ici la conséquence directe de ce contexte de hausse de taux. Donc, on est juste pour l'instant, selon vous, aujourd'hui dans une phase, donc une fois de retour, alors on dit beaucoup de volatilité, mais c'est un retour à la normale par rapport aux standards du passé. Mais il n'y a pas une remise en cause, encore une fois, des business models. Encore une fois, les regards des investisseurs ne sont pas en train de changer sur les rendements futurs, des bénéfices futurs attendus des grandes stars de la tech qui ont porté, je ne sais pas, vous avez les chiffres mieux que moi, mais toute cette hausse des marchés depuis 10 ans, quelle est la part qui a été tirée par les valeurs de la tech, c'est colossal. Hein. Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner que les performances du marché equity ont été très largement portées par ces compagnies dans le secteur de la technologie. Peut-être qu'effectivement, c'est une question intéressante qui pose des questions en fait, de redistribution de la valeur ajoutée dans une économie. Nous pourrons aborder cette question si vous voulez un peu plus tard, mais en tout cas… Ou maintenant aussi. Ou demain, ou dans une semaine. Non, mais allez-y, c'est intéressant. Non, c'est intéressant parce qu'en en fait, quand il y a une concentration trop importante de la richesse dans un seul secteur de l'économie, avec des redistributions insuffisantes sur d'autres secteurs de l'économie… Comme on l'a eu dans la finance de par le passé aussi. Exactement, c'est signe qu'il y a une accumulation de déséquilibre et c'est pour ça que le facteur politique à l'heure actuelle est si important. Parce qu'il y a une tentative du côté du gouvernement américain d'organiser sa propre redistribution de la richesse. C'est-à-dire? Et donc, il y a clairement dans la réforme fiscale… Qui est visé? Le secteur technologique, en fait, est considéré comme ayant pris un peu trop d'importance par rapport au secteur traditionnel de l'économie, le secteur industriel. Et donc, l'une des stratégies de la politique de Donald Trump consiste à essayer d'apporter un peu plus d'aide au secteur traditionnel, à l'industrie manufacturière américaine, et à essayer d'organiser une redistribution des richesses en faveur de ce secteur. Mais c'est une évidence, hein. Je voulais poser la question, mais je la repose. Wall Street est vraiment trop dépendante aujourd'hui des valeurs techno, ça c'est une réalité? Alors, sur les performances du marché, c'est un jugement que je ne… Sur la pondération, le poids que ça représente aujourd'hui. Oui, parce qu'encore une fois, ça reflète un déséquilibre dans l'évolution tendancielle de l'économie. Donc il a raison, Donald Trump, de vouloir corriger ce déséquilibre d'un point de vue macroéconomique? D'un point de vue macroéconomique, il y a certainement une certaine nécessité de réfléchir à un rééquilibrage des différents secteurs de l'économie. Mais quand il détaxe les profits détenus à l'étranger, détaxer, enfin en tout cas taxer moins fortement, ça bénéficie aux GAFA? Alors nous avons calculé dans notre scénario macro que en fait les bénéficiaires de cette réforme fiscale vont être avant tout les secteurs traditionnels, ceux qui sont en fait aussi dépendants de la demande domestique. Donc c'est bien calibré, donc il l'a bien calibré Donald Trump. Oui, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est de regarder en fait le taux de taxe effectif actuel des compagnies américaines. Et on se rend compte que ces compagnies du secteur technologique bénéficient d'un taux de taxe effectif largement inférieur par rapport à une compagnie moyenne américaine. Pourquoi? Parce qu'une grande part de leurs profits sont situés à l'étranger. Et donc, la baisse du taux de taxe décidée par le gouvernement américain va bénéficier à ces compagnies américaines qui ont, elles, un taux de taxe plus élevé. Et donc, cette redistribution auquel je faisais allusion est visible ici, à ce niveau du taux de taxe effectif. Ouais. Puisqu'on parle de la bourse, globalement, sur longue période et en prenant un petit peu de hauteur, on voit que le cycle boursier haussier date maintenant quasiment depuis 10 ans. On se dit que le meilleur est quand même derrière. Non, encore une fois, sans rentrer, sans vous demander où sera le CAC 40 dans 6 mois, ce n'est pas le sujet, mais c'est-à-dire que c'est peut-être l'un des cycles haussiers les plus longs
au niveau des marchés. Oui, c'est l'un des cycles économiques les plus longs. Boursier, pas économique, boursier. Mais même sur le plan économique, en fait. Parce que quand on regarde la succession de phases d'expansion, donc on peut observer que le cycle économique réel est l'un des plus longs dans l'histoire de l'économie américaine. Et donc, ces performances boursières dépendent aussi des performances économiques. Et c'est pour ça que lorsque vous me demandez si les fondamentaux sont toujours sains, je dirais que tant que l'économie américaine est orientée, disons, sur un trend positif, nous pouvons penser que les valeurs boursières, raisonnablement et rationnellement, pourraient refléter cette amélioration au niveau macroéconomique. Et ces Donc les marchés ne sont pas, vous écoutez, les marchés actions ne sont pas surévalués? Non, je ne pense pas que les marchés actions soient si surévalués que ça. Il y a certainement certaines formes d'exagération, mais en même temps, ce qu'on observe au niveau des fondamentaux réels, c'est qu'il y a une amélioration des fondamentaux réels de l'économie américaine. Ouais. C'est vrai que le Nasdaq est revenu quasiment à zéro depuis le début de l'année, mais quand on voit qu'il a pris 500%, je sais pas, en 5 ans, on se dit voilà qu'il n'y a rien d'aberrant, encore une fois, il n'y a rien d'aberrant à ce qu'il y ait une respiration, à ce qu'il y ait, après un mouvement qui est quasiment one way depuis 10 ans. Tout à fait. Je pense que la variable cruciale, c'est le niveau d'interconnexion en fait, du secteur technologique. Au sein de Euler Hermès, nous avons développé des techniques originales pour essayer d'identifier le niveau d'interconnexion d'un secteur économique par rapport à l'ensemble des autres secteurs économiques. Et ce qu'on observe avec cette approche originale, c'est qu'il y a un degré de centralité, un degré d'interconnexion très largement supérieur au niveau du secteur technologique par rapport aux autres secteurs. Cela signifie que le secteur technologique a pris une place considérable. Pour chaque unité de PIB que vous générez, à chaque fois, le secteur technologique est et ce d'une manière croissante, impliqués dans la création de cette unité supplémentaire de valeur ajoutée. Et donc ce degré d'interconnexion fait du secteur technologique un secteur crucial pour l'économie américaine. Et c'est normal que donc les performances boursières reflètent ce poids, disons, croissant en termes d'interconnexion du secteur technologique. Dans la batterie de statistiques, dans toutes les analyses que vous faites, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de déceler sur tel ou tel marché d'actifs des bulles, là où vraiment on est allé beaucoup trop loin? Parce que c'est des choses que vous ne regardez pas. Si, ce sont des choses que nous regardons parce que c'est une question très importante. Parce qu'il y a l'impact de la bourse, on dit que c'est l'économie qui fait la bourse, maintenant on sait que c'est souvent dans l'autre sens la proposition, c'est les cycles financiers qui font les cycles économiques. On peut le regretter, mais c'est ça la réalité aujourd'hui. D'autant plus qu'on sort d'une période, une période unique où les banques centrales ont mené des politiques dites non conventionnelles au niveau monétaire. On en sort tout doucement. Exactement. Et donc, la question, c'est… Alors, elles sont où les bulles? Où sont les bulles aujourd'hui? Parce que vous dites que les marchés actions ne sont pas si surévalués que ça. Alors, qu'est-ce qui est trop cher et qui défie toute rationalité? Nous n'avons pas l'habitude de nous exprimer sur ce niveau d'évaluation parce que nous regardons avant tout l'économie réelle au sein du service de recherche de l'ERMS. Mais ce que nous pouvons… Les poches. Ce que nous pouvons voir, c'est que certains segments du high yield, par exemple, américain, ou le marché emergent equity, ou le high yield aussi au niveau mondial, sont particulièrement surperformés. Et donc, ces secteurs ont surperformé parce qu'ils ont bénéficié de conditions de financement très largement favorables, pour lesquelles on identifie les banques centrales comme étant à l'origine de ces conditions de liquidité. Ce qu'il faut expliquer, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris, c'est qu'en fait le haut rendement est censé apporter plus de rentabilité parce que la boîte est plus endettée, que le business model est moins clair, sauf qu'il faut que le rendement soit suffisant pour éponger le risque que la boîte se plante. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a la probabilité de défaut et il y a le rendement associé, et l'un et l'autre ne collent pas bien, c'est ça? Enfin, en tout cas, le rendement ne rémunère pas assez le risque qui est pris. C'est ça derrière, en fait. C'est ça, et c'est un lien… Je ne sais pas s'il était clair. Non, mais c'est un lien crucial. En fait, je pense que ce que vous soulignez à travers votre description, c'est la notion de conditions monétaires et financières. La facilité avec laquelle les acteurs économiques peuvent emprunter et développer leur activité. Et ces conditions monétaires et financières au niveau global, depuis l'implémentation en fait, de politiques monétaires non conventionnelles, ont été extrêmement favorables. Ce qui a développé le crédit et ce qui a en fait correspondu à ce nouveau cycle d'investissement que l'on observe au niveau mondial. Un petit point sur cette statistique qui est sortie hier, sur cette croissance américaine qui, au dernier trimestre, finalement, a moins fortement ralenti que ce qui était attendu. On pensait que ça serait 2,5, finalement, c'est quasiment 3, c'est 2,9 pour être précis. Sur l'année 2017, on aura 2,3% de croissance. Proche de 3% en fin d'année, on se dit que là, c'est Trump qui doit être content, qui visait 4% de croissance, qui maintenant en vise 3, donc il est quasiment à son objectif. Au-delà de la réévaluation du 4e trimestre, parce que c'est un peu le rétroviseur, le début d'année n'est pas si favorable que cela aux États-Unis.
Il y a des raisons, c'est que souvent les premiers trimestres, les sorties d'hiver ne sont pas très bons en Amérique. Mais au-delà de ça, la Fed vise 2,7%. Vous en pensez quoi, vous, entre la bonne fin de séquence en 2017, début 2018 qui est moins bon, les ventes automobiles, les ventes de détail qui sont un petit peu, pas en panne, mais en tout cas en recul ou moins bonnes? Il y a deux aspects intéressants en fait derrière la performance de l'économie américaine au quatrième trimestre de l'année 2017. Premièrement, le rythme de croissance, donc à 2,9%. Ça correspond exactement en fait au scénario de croissance que nous avons pour l'année 2018. Ah, vous êtes au-dessus de la Fed. La Fed est à 2,7, vous êtes à 2,9. Exactement. Donc nous sommes en fait assez confiants dans les effets que vont produire les réformes Trump sur l'économie réelle. Et la guerre commerciale, non, pour vous, c'est... pardon, je vous coupe, mais c'est intéressant parce qu'on manque de temps en plus, mais il y a ces infos de presse, encore une fois, alors on les prend avec pincettes, mais qui annoncent hier que Pékin préparait des mesures de représailles pour porter un rude coup, c'est le terme qui a été employé à Washington. On ne prend pas ça au sérieux, on se dit encore une fois qu'il n'ira pas au bout de ses menaces, Donald Trump, sur les importations de high-tech chinoises, comme il l'a fait sur l'acier et l'aluminium européen, où finalement il est revenu en arrière sur quasiment tous les pays, même s'il a trouvé un accord avec la Corée du Sud, mais faire plier la Corée du Sud et faire plier la Chine, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, LRMR en fait, a développé une analyse estimant l'impact des mesures protectionnistes récentes sur l'économie américaine. En incluant les 60 milliards de dollars d'imports sur la Chine. Et alors, ça donne quoi? Et pour l'instant, nous avons établi en fait trois scénarios. Un scénario pour lequel nous attachons une probabilité de 80%. Qui dit que en fait, le niveau de réponse des partenaires commerciaux va être tout à fait limité. Donc ça veut dire qu'il y a 80% de chances qu'il ne va pas y avoir de guerre commerciale. Et à ce niveau-là, le choc sur l'économie américaine sera de moins 0,1%. L'épaisseur du trait. Exactement. C'est-à-dire que c'est moins d'un écart type de choc protectionniste. Notre analyse est basée sur en fait l'approche historique des chocs dits protectionnistes. Et dans les 20%, parce que pour le coup on va jouer un peu à se faire peur, on aime bien ici. D'accord. Donc dans ce cas-là, ça serait des chocs protectionnistes de l'ordre soit de 5 écarts types ou alors de 17 écarts types si nous sommes dans un cas de guerre commerciale. Ça donne en fait un choc négatif sur la croissance américaine de l'ordre de 1,5% à l'horizon de fin 2019. Ah quand même, là pour le coup 1,5 point de PIB, c'est plus la même chose. Ça c'est si jamais on arrivait à une guerre totale, il faudrait quel serait ce scénario pour le coup en termes de représailles, de montant de taxes douanières? C'est vraiment donc une probabilité très faible, avec une probabilité donc disons de 5%. Ouais. Et en fait, ça correspondrait à une augmentation des tarifs américains qui sont à l'heure actuelle de l'ordre de 3,5% à un niveau de 12%. Ce qui nous ramènerait en fait aux années 60 en termes de niveau de taux de tarif proposé par le système américain, avec un niveau de réponse similaire de la part des principaux partenaires commerciaux. Ouais. 5% plus 80%, ça fait 85%. Il reste encore 15% quelque part. Oui, c'est le scénario intermédiaire, où là, on a une augmentation du tarif moyen de 3,5% à un niveau de 5% uniquement. Bon, donc en gros, tout ça va vous écouter 80% de chance, en tout cas c'est votre scénario, se finira bien. Et donc il y aura quoi? Il y aura une négo finalement. On dit que dans la coulisse, ça discute entre Pékin et Washington. C'est Steve Mnuchin, son entourage, qui l'a confirmé. Il y aura un accord, c'est ça, avec des droits de douane qui seront abaissés peut-être pour les bagnoles américaines qui sont vendues en Chine, plus d'achats de semi-conducteurs, une ouverture du secteur financier aux majors américaines, c'est ça? Ça finira comme ça avec un deal? Il aura aussi son coût peut-être? Oui, certainement. C'est un moyen d'acquérir un poids dans les négociations, d'avoir plus de pouvoir. Et donc, et c'est effectivement ce que les discussions qui sont à l'œuvre montrent, c'est que Donald Trump parvient à négocier en fait des avantages au niveau commercial. Pas sur l'aluminium et sur l'acier. Il n'a quasiment rien eu sur l'aluminium et sur l'acier. Sur l'aluminium et l'acier. Il est revenu sur le Canada, sur le Mexique. Bon, il y avait une discussion sur l'ALENA aussi. Il est revenu en arrière avec les Européens, non? Oui, oui. En fait, je ne pense pas que ça soit un système de je décide d'augmenter un tarif et je vais voir quelle va être la réaction au niveau du secteur qui est concerné. En fait, ça a vocation à jouer le rôle de signal. Dans les négociations qui sont en cours, par exemple sur le NAFTA, ça montre la détermination du président américain. NAFTA, c'est l'ALENA. À vraiment décider et à inscrire dans la loi une augmentation des tarifs si les principaux partenaires commerciaux ne montrent pas un esprit de coopération. Ok, très bien. Ben voilà, merci beaucoup. Alexis Garratti, le responsable des études économiques chez le RMS. C'était donc votre invité dans la grande interview aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Merci.